Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, l'alimentation, se nourrir et se nourrir bien, sans porter préjudice à la planète, est aujourd'hui au cœur des préoccupations de nos concitoyens. La crise agricole a quant à elle soulevé le tapis des conditions de travail indignes de celles et ceux qui nous nourrissent. Aujourd'hui, citoyens et professions agricoles posent ensemble des constats simples, des questions de bon sens. Alors que 100 000 fermes ont disparu en 10 ans de nos campagnes, qu'un agriculteur sur 4 est sous le seuil de pauvreté, est-ce normal que l'argent public continue d'être mobilisé d'abord pour ceux qui en ont le moins besoin? Alors que la valeur ajoutée touchée par le producteur à l'achat d'un panier alimentaire est aujourd'hui de 6,5%, est-ce normal que les marges de l'agroalimentaire et de la grande distribution ne cessent d'augmenter? Alors qu'un Français sur 10 se retrouve dans les files d'attente de l'aide alimentaire, qu'un Français sur 3 saute un repas, est-ce normal que le pays jette chaque année 16 millions d'euros de denrées alimentaires? Enfin, alors qu'on mesure désormais chaque jour l'impact des aléas du dérèglement climatique sur la productivité des exploitations, est-ce normal que 90% de notre approvisionnement dépende encore du pétrole? Je pourrais continuer comme ça un certain temps à énumérer les talons d'Achille de notre système alimentaire, devenu, on pourrait le dire, colosse au pied d'argile. Et à chacun ici de se poser la question, veut-on des politiques qui continuent d'accélérer ce processus de vulnérabilité en cours, ou bien des politiques qui amorcent avec discernement, avec courage, les changements systémiques qui s'imposent? Le sujet porte dans la société. La vérité, c'est que l'alimentation s'est toujours trouvée au fondement de la légitimité du politique. Nous l'avons vite oublié. Mais les consuls, nos ancêtres, étaient choisis sur leur capacité d'assurer l'approvisionnement de leur cité. Nous l'avons vite oublié. Que s'est-il passé avec le confinement? On s'est rendu compte à quel point l'approvisionnement était un enjeu de survie et d'ordre public. Début juin, j'étais sur le PAT Presqu'île-Brière et nous avons réuni des élus locaux à Guérande et nous avons pu travailler sur des scénarios de stress test du territoire aux côtés de l'expert Stéphane Linou. Eh bien vite, nous nous sommes rendus compte que rien n'était prévu en cas de rupture d'approvisionnement alimentaire, à contrario des inondations qui, eux, sont un risque majeur prévu dans les documents. C'est la raison pour laquelle de plus en plus de communes en France et sur notre territoire en Loire-Atlantique font le choix de faire apparaître la sécurité alimentaire aux côtés des autres risques majeurs dans leurs documents tels que les PCS, plans communaux de sauvegarde ou les DICRIM. Tout ça pour dire que oui, l'alimentation est un sujet, sinon le sujet principal, avec le logement et la santé, qui forment notre sécurité personnelle et collective. Si à ce stade, le gouvernement a fait le choix de garder invisible ce sujet, c'est bien les collectivités qui se retrouvent en première ligne. Alors, puisque nous ne sommes pas au gouvernement, puisque nous sommes ici en Loire-Atlantique, que vient faire le département dans tout ça? La commune, on comprend. La région, ok. L'Europe, la PAC, ça passe encore. Mais le département? C'est sûr que depuis 2014 et le transfert de compétences de la loi NOTRe, au profit notamment des régions, beaucoup pensaient la strate départementale hors jeu. Eh bien, à force de potasser le sujet, nous sommes convaincus du contraire. D'abord, nous avons la chance de bénéficier d'une physionomie départementale qui dispose de ressources mixtes. Beaucoup d'entre vous le savent ici, de par son histoire en polyculture élevage, son maillage en bocage et prairies, son tissu paysan, ses entreprises, son attractivité pour la bio et les circuits courts, notre territoire est mieux loti que d'autres, plus spécialisé et moins généreux. Seule une vision supralocale permettra d'optimiser ces ressources et réduire notre dépendance extérieure. La tâche n'est pas simple. 90% de ce que l'on produit sort du territoire. 90% de ce que l'on mange vient d'ailleurs. Alors je ne dis pas qu'il faut se renfermer sur soi. Autonomie n'est pas autarcie. Mais convenez que gagner quelques pourcentages sur ces 90, ce serait déjà révolutionnaire.
Ensuite, l'échelle départementale est un niveau intermédiaire pertinent, sans se substituer à l'infralocal. Dans le respect de la subsidiarité et des volontés de chacun, le département permet de faire dialoguer entre eux les différents bassins de production et de consommation, mais aussi de faciliter le partage des pratiques innovantes et d'outils collaboratifs, à la fois entre les techniciens et les élus locaux. Je m'explique. Lorsque nous nous réunissons ici, dans cet hémicycle, au sein du projet alimentaire au service des territoires de Loire-Atlantique, avec Brière-Presqu'île, avec Pays de Redon, avec CCEG, avec Pays de Ré, etc., et que nous définissons ensemble une boîte à outils à destination des communes pour protéger le foncier nourricier, ou que nous créons un groupement de commandes qui va bien au-delà des collèges, eh bien cela profite à tous. C'est enfin une collectivité qui affiche de véritables leviers. Si la compétence alimentation n'existe pas en tant que telle, nous disposons de moyens d'action indirects via des compétences, pour le coup, obligatoires. Via les repas des collèges et des établissements médico-sociaux, de l'aide à domicile, nous pouvons ouvrir de nouveaux débouchés aux agriculteurs et offrir un repas de qualité aux jeunes et aux moins jeunes. Via la mise en place de périmètres de protection du foncier agricole, nous pouvons, en lien direct avec les EPCI, sanctuariser des terres pour nos agriculteurs. Via notre soutien aux associations d'aide alimentaire, aux structures d'insertion ou aux organisations accompagnant les situations de mal-être et de fragilité agricole, nous pouvons agir pour restaurer la dignité. Alors vous le voyez, depuis des années se dessine finalement au sein de notre collectivité une stratégie de reterritorialisation, c'est pas facile à dire, alimentaire durable. Il était temps de la formaliser et de la faire reconnaître, comme l'ont déjà fait par ailleurs une trentaine d'autres départements de tous bords politiques. Et je veux remercier ici le travail des élus, agents, services, toutes celles et ceux qui nous ont précédés, mais aussi de celles et ceux qui, mobilisés, ont nourri l'achèvement de ce nouveau cap pour le territoire, avec bien sûr une reconnaissance particulière pour le service agriculture du département et pour Anaïs du cabinet qui m'a accompagné pendant ces années et qui nous quitte pour le bout du monde. Alors de quoi s'agit-il plus particulièrement ? Nous vous demandons aujourd'hui de voter les grands principes et le cadre d'action de notre projet agricole et alimentaire afin de le soumettre à l'automne à labellisation des institutionnels référents que sont l'ADEME, la DRAF et la région. Le niveau 1 étant prototypé pour des PAT émergents et au vu de notre historique, nous visons directement le niveau 2, qui se veut plus opérationnel. Au cours des 2 dernières années, nous sommes passés par toutes les étapes requises. À partir des 6 gros blocs identifiés par l'ADEME, nous avons élaboré un diagnostic. Et je remercie particulièrement nos stagiaires, Émilien, qui est présent aujourd'hui parmi nous, et Margot, qui ont fait un gros travail de recensement pour aboutir à ce document unique, document dense. Je peux vous le montrer. Voilà, toute la donnée agricole et alimentaire du territoire dans ce document. Ce diagnostic a fait apparaître une série d'enjeux pour notre territoire, qui ont été identifiés par les services du département, mais pas que. Nous avons consulté et fait participer les PAT du territoire et plus de 60 structures, partenaires et acteurs du giron agricole et alimentaire. Qu'ils soient chaleureusement remerciés pour leur implication. Ces échanges ont débouché sur un plan d'action qui se décline en 30 fiches actions. Ces fiches se veulent opérationnelles et pédagogiques, mais aussi transversales. Une forme, si on veut, de cartographie alimentaire du territoire, mobilisable à la fois par les acteurs du territoire et par les services du département. Voici le document des 30 fiches actions. Donc là, c'est la première, par exemple. Le groupement de commandes. Il y en a 30 comme ça qui se matérialisent dans ce document. Alors, rassurez-vous, la journée est longue. Je ne vais pas vous citer les 30 fiches actions, bien entendu, mais j'ai le temps d'illustrer au moins 4 enjeux. Certaines actions se positionnent comme rempart à la crise agricole, en allant au-delà des galimes dans les cantines, en soutenant de futurs AOP comme le Gouel, en accompagnant les installations, la protection du foncier, et la prise en charge du mal-être agricole. D'autres cherchent à répondre à l'érosion du pouvoir d'achat et à débloquer un accès plus juste à la santé, en faisant la tarification solidaire dans les collèges, en esquissant les contours de dispositifs d'accès au mieux manger pour tous pour nos publics, par exemple en PMI ou en participant au projet de sécurité sociale alimentaire. Nouveauté issue de nos travaux collectifs, et en lien bien sûr avec la stratégie d'adaptation portée par Chloé, le PAD se veut également un outil de résilience pour la population. À l'heure où les crises se complexifient et se multiplient, il nous faut coopérer pour réduire nos dépendances, institutionnaliser le risque alimentaire pour préparer nos populations. Tout cela, enfin, il faut le faire dans le respect absolu
des limites planétaires, via le soutien à des modes de production vertueux et locaux, qui prennent soin des ressources et évitent les coûts de la maladaptation climatique, via le soutien à nos élevages locaux qui préservent la trame paysagère et captent du CO2, tout en assumant une nécessaire végétalisation des assiettes, actant le grand retour des légumineuses, premier levier pour baisser nos émissions carbone. Ce nouveau document permet donc de confirmer nos engagements. Il est aussi un moyen d'entrevoir des perspectives financières pour aller plus loin. Cette labellisation pourra en effet appuyer notre candidature aux appels à projets de la future stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, qui sera copilotée par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le ministère de la Santé et des Solidarités et l'ADEME. Et ainsi, on l'espère, faire retomber sur le territoire des financements pour des actions concrètes. C'est d'ailleurs, et j'en terminerai par là, le principal enseignement que nous retenons de ce travail. Les solutions aux défis alimentaires ne peuvent aujourd'hui se penser sans impliquer les collectivités territoriales, tant elles émergent aussi de celles-là. Or, aujourd'hui, deux principaux freins nous limitent. Alors bien sûr, le manque de moyens. Des 80 millions d'euros débloqués par le plan de France Relance en 2021 suite au Covid, il ne reste que 25 millions d'euros en 2024. C'était un vrai moteur, on le regrette, c'est dommage. La fragmentation des compétences ensuite. Sur le foncier par exemple, vous avez tous dans vos communes des exemples. Ou la gestion de l'eau, ou les outils structurants, par exemple une légumerie. L'articulation entre les différents outils et schémas de planification territoriale font terriblement défaut. Pour y remédier, il y a le rapport du sénateur Marchand sur les PAT qui préconise lui aussi de faire monter les collectivités en puissance. Premièrement, reconnaître le caractère systémique du fait alimentaire et faire des PAT des outils transversaux d'une alimentation durable et résiliente. C'est l'objet aujourd'hui de cette présentation, avec pourquoi pas le département comme assemblier des territoires. Deuxièmement, doter les collectivités d'une compétence alimentation pour en faire des autorités organisatrices de l'alimentation durable et résiliente. C'est déjà le cas pour l'habitat avec le PLH, c'est déjà le cas pour les mobilités avec la loi LOM, alors pourquoi pas sur l'alimentation qui est un secteur stratégique. Légitimer la montée en grade de notre territoire face à l'anticipation et la gestion d'un risque alimentaire avéré, voilà pourquoi, chers collègues, il est important que nous puissions voter aujourd'hui ce plan d'action qui justifie le présent et fixe un cap pour l'avenir. Puisque d'aucuns ont mobilisé aujourd'hui leurs souvenirs familiaux, je ne peux terminer cette présentation sans évoquer les rencontres que j'ai faites sur le terrain. Elles m'ont marqué et elles m'ont fait évoluer. Je garderai le souvenir de ces échanges sincères, vivaces mais vivants, que j'ai eus dans les fermes, dans les communes auprès des élus, dans les entreprises auprès de l'État et de la région. Si les différentes expériences de vie font qu'on ne peut être d'accord sur tout, le sujet alimentaire m'a montré qu'il restait encore des espaces où le souci du territoire et l'intérêt des populations pouvaient résister au morcellement du vivre ensemble de notre société. J'ai enfin, cher Jean-Luc, of course, une pensée amicale pour le vice-président, qui, tout en calmant les ardeurs de son conseiller départemental, délégué, m'a surtout fait confiance. Et j'en suis touché. Je crois ne rien trahir en disant que nous avons eu plaisir à défricher ensemble ce sujet, complexe, mais qui mérite l'attention de toutes et tous.